avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et la team qui est heureuse de vous recevoir pour ce nouveau numéro d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM à 18h, la rediff le mercredi 20h et le podcast que vous pouvez retrouver, je démarre très fort, dès le jeudi sur notre page Facebook. Je vais ralentir le rythme pour vous présenter et ne pas bafouiller, messieurs les Connors, Johan et Fabrice de Clermont Sport, bonsoir. Salut Olivier, bonsoir à tous. Salut Olivier, bonsoir. Et notre invité ce soir, c'est le coach de l'US Mosa, Julien Garcia. Salut Julien. Salut, bonsoir à tous. Voilà, donc on parlera foot dans la deuxième et troisième partie. Julien qui nous présentera le club, qui nous expliquera comment il a vécu l'aventure Coupe de France. Je crois que le mot aventure n'est pas trop fort vu les conditions qu'il a fallu vivre pour pouvoir faire ce tour de Coupe de France. Donc on va détailler tout ça. Nous vous donnerons les résultats sportifs dans la première partie, puis on terminera, vous en avez l'habitude, avec un coup de gueule qui va parler rugby aujourd'hui et notre traditionnel quiz. Allez, résultats du week-end, on commence tout de suite avec l'ASM Romagna qui termine sa première phase de championnat invaincu. Alors on a vu que chez les garçons, malgré une belle victoire ce week-end, la saison est un peu plus compliquée. Est-ce que cette année, ça serait pas plutôt l'année des filles ? Eh ben écoute, je sais pas, en tout cas, bon, elles finissent premières de leur poule. Dans la poule aussi, il y a le Stade Bordelais, il y a Bobigny et Grenoble. Bon, Grenoble à 0 points. Donc voilà, moi, ce que j'attends, c'est les quarts de finale parce qu'elles y sont. Il faut savoir qu'en championnat de France, aujourd'hui, c'est Montpellier. C'est les playoffs, hein. Ouais, c'est les playoffs, c'est ça. Il y a 8 équipes, donc ça va être des quarts. Aujourd'hui, dans le rugby féminin, c'est Toulouse et Montpellier. Montpellier a eu 8 titres sur une dizaine d'années. Donc c'est vraiment l'épouvantail du championnat de France. Après, c'est vrai que le retour de Jessie Trémoulière qui revient de Rennes, meilleure joueuse du monde de rugby en 2018, bon, bien évidemment, ça apporte de la plus-value. Caroline Thomas, bien sûr, aussi, qui joue en équipe de France. Mais bon, la SM Romagna a un bon groupe. Après, il faudra voir contre des équipes peut-être un petit peu plus solides. Bien que le Stade Bordelais, c'est quand même costaud, 27-10, c'est un bon résultat. Donc, à continuer. Alors avant de passer la parole, Johan, on va repréciser un petit peu la nouvelle formule de ce championnat. On est passé d'un top 16 à 2 fois 2 poules de 8 à un top 16 à 4 poules de 4. Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés en play-off, reforment une poule, même chose pour les 2 derniers. On rebrasse tout ça pour ensuite former un match de barrage. Une demi-finale, une finale, bref, c'est un vrai règlement de rugby, on n'y comprend rien. C'est ça. Mais on va suivre ça quand même de très près. Et juste pour ajouter, je crois que Bobigny a déposé un recours, il me semble bien que j'ai vu ça quelque part. C'est bien ça, oui. Pour l'instant, ça va se jouer. On ne sait pas si Bobigny finalement ne sera pas en play-off. Ça se jouera entre Bobigny et le Stade français. Si tu veux faire l'émission tout seul, Fabrice, n'hésite pas à nous le dire. Vas-y, Johan, exprime-toi. Si tu veux que je rajoute quoi, il a tout dit, il a même fait l'historique. Non, mais je sais pas, parce que c'est vrai qu'elles font une très bonne saison. Après voilà, tant que le titre est pas gagné, on peut pas trop faire de pronostics. Surtout que là, il y a des équipes très très solides comme Montpellier, Toulouse. Après, sur un match, de toute façon, tout est possible. Donc, on peut dire aussi bien peut-être que c'est la bonne année, peut-être que c'est pas la bonne. On verra. Après, en tout cas, elles font une très bonne saison, faut le saluer. Donc voilà, on espère les voir aller le plus loin possible. Voilà, et puis on peut citer les équipes qualifiées dans ces playoffs: Montpellier, Blagnac, Rennes, Lons, pas de Pau, Lons, Stade Toulousain, non c'est pas très très beau Lons, faut dire les choses, hein. Stade Toulousain, Romagna, Bayonne, Bobigny, voilà, Lons-Bobigny, ça sera le match des villes moches. Montpellier, très gros morceau, c'est 3 titres consécutifs, il me semble bien, Fabrice. Oui, c'est ça, et puis une ribambelle de joueuses sélectionnées en équipe de France, et bien sûr il y a la deuxième ligne, là, Sophie Ndiaye qui est l'épouvantail du 15 tricolore. Après, Blagnac et Rennes. Attention à Blagnac aussi. Quand tu dis épouvantail, c'est-à-dire qu'elle fait peur aux oiseaux. C'est ça, exactement. Alors, pas forcément des corbeaux, hein, mais elle fait peur à quelques oiseaux. Okay. Julien, tu suis un petit peu les filles de l'ASM ? Non, pas trop. Pas trop, non. Et les garçons ? Les garçons, je suis un peu de loin, mais je suis, oui, quand même. D'accord. Johan, quelque chose à ajouter ? Non, tout va bien. Tout va bien. Et ben on va enchaîner, messieurs. Johan, il maîtrise le rugby féminin. Si, j'ai eu une petite info tout à l'heure. Il paraît que Azema sera en partance pour Montpellier. Il paraît qu'Azema sera en partance pour Montpellier. Bah oui, on a appris hier donc le départ de Franck Azema, qu'il ne terminerait pas son contrat en fin d'année. Donc tu nous balances un scoop, il partirait à Montpellier.
Ouais, puis faut savoir que là, on sort de l'hiver, on lui propose Montpellier avec le soleil, tout ça. Peut-être qu'il en peut plus de la pluie, du vent. Ça fait 2 jours qu'il y a du vent. En plus, il en a peut-être marre. Je le comprends. Allez, on va enchaîner, messieurs. On va rester avec les féminines. Ça sera une première partie très féminine aujourd'hui. On va parler du HBCAM qui jouait au gymnase Autun ce week-end face à Cannes. Enfin, une victoire un peu dans la douleur, compliquée à se dessiner. Mais est-ce que le HBCAM a enfin lancé sa saison ? Bah écoute, oui, moi j'ai eu encore le bonheur d'avoir Jamal El Kabous hier, qui m'a dit que son plan avait fonctionné sans accroc, ouais, exactement. Tu vois, tu lis bien, c'est bien. Sur l'excellente application Clermont Sport. L'excellente application Clermont Sport. Donc voilà, après Cannes-Mandelieu, c'est pas non plus, c'est pas Celles-sur-Belle, c'est pas Nîmes, c'est pas Bouillargues. Bouillargues qui arrive. C'est Cannes. C'est Cannes-Mandelieu, effectivement, dans les Alpes-Maritimes, qui peut-être est reconfiné, on ne sait pas. Mais voilà, donc en tout cas, belle prestation des filles et je suis très content pour Jamal qui est un super coach et un super mec. Alors, bravo à elle. On va redonner le résultat. Les Volcaniques qui s'imposent 40 à 33, plus 7 pour les Volcaniques. Johan, ton avis sur ce match, sur cette rencontre ? On a retrouvé un petit peu les défauts en début de match, hein, un écart qui s'est creusé, alors pas autant que sur les matchs précédents. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a eu un petit peu les démons habituels qui sont arrivés au début du match, mais un petit peu moins prononcés que d'habitude. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça veut dire que le travail commence à payer, c'est-à-dire que les lacunes qu'il peut y avoir en début de match sont en train un petit peu d'être corrigées. Après, voilà, Cannes, c'est sûr, comme a dit Fabrice, c'est pas Celles-sur-Belle, mais c'est quand même une belle équipe. On est quand même à un niveau solide. Il faut rappeler que le HBCAM a été promu d'année en année, que c'est un club qui est quand même en train de se structurer aussi. C'est une belle victoire, surtout qu'il y a une reprise qui a été compliquée avec un contexte sanitaire qui fait que la saison n'est pas facile. Donc ça prouve que le travail paye et que la stratégie du coach aussi. Donc c'est très bien. Voilà, encore quelques imprécisions en attaque, hein. On a vu beaucoup de tirs ou sur les poteaux ou non cadrés. C'est ça, ouais, il y a quelques imprécisions encore. Défensivement, il y a du progrès. Après, devant, offensivement, il faut plus cadrer. Mais au hand, c'est pas des poteaux carrés ? Si. Ah ouais, c'est le problème. Mais ça change tout. Ça me rappelle un mauvais souvenir. Ça change par tout. contre. Oh là là, Glasgow 1976. Bon, enfin bref, c'est autre chose. Ça. Alors, il y a eu en plus là, des résultats plutôt favorables dans les autres rencontres, puisque les adversaires directs du HBCAM, eux, ont perdu. Il y avait notamment Vaux-en-Velin qui jouait justement Bouillargues, le deuxième du championnat. Celles-sur-Belle qui s'est imposé assez largement sur le Pouzin pour l'instant. Donc, alors, compliqué toujours de lire ce classement, puisque des équipes sont à 9 matchs. Il n'y a que le Celles-sur-Belle en fait qui est à 9 matchs. Bouillargues et Bègles sont à 8 matchs et sont respectivement 2e et 3e. Et puis toutes les autres équipes sont encore à 7 matchs. Vaux-en-Velin qui est 4e. Le HBCAM qui est donc redescendu à la 5e place. Pour l'instant, c'est à la faveur du goal average, ou à la défaveur plutôt, avec 13 points. Suivent Rochechouart, le Pouzin et Cannes-Mandelieu qui ferment la marche. Je regarde le goal average, moins 22. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu les Volcaniques avec un goal average négatif. Oui, il y a un moment parce que... T'as vu ce soir, il veut pas te laisser la parole. Hein. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que tu peux tout répéter depuis le début parce que j'ai pas fini de noter. Non, mais c'est vrai, après, c'est une saison très particulière, ça a été haché, ça commence, c'est stoppé, ça recommence. Donc déjà, psychologiquement, les joueuses, pour se remettre dedans à chaque fois, et puis là, la coupure en raison du contexte sanitaire, les a bien mis dedans, ce que expliquait Jamal la semaine dernière, ça les a pas aidés, donc il faut aussi remettre le contexte à sa place. Et puis il expliquait qu'il nous a dit dans l'interview qu'on a fait, c'est que ils savent pas vraiment limite la veille s'il y aura le match le lendemain, donc c'est des conditions compliquées. Après de toute façon le goal average c'est une chose qu'il faut, c'est surtout le classement en fait, hein. C'est surtout le classement. Après oui. il va y avoir là samedi, c'est un test énorme parce que Bouillargues est 2e. Si tu bats Bouillargues, ça veut dire que là, t'es digne de jouer les playoffs, quoi, ça c'est sûr. Donc, si tu bats pas Bouillargues, t'es pas digne. Exactement. Et juste ce qu'il a fait, ce qui est intéressant, juste 15 secondes, c'est que tactiquement, il a empêché l'équipe de Cannes-Mandelieu de tirer trop sur la cage de Jessica Ferreira. Et hier, il y avait en fait. Et c'est pour ça, ils ont quand même pris 33 buts, mais bon, voilà. Ouais, ils ont quand même mis 40. Voilà, c'est ça. Oui. C'est une grosse attaque de feu. C'était bien revenu là en fin de match. Allez, et puis pour conclure, avant de faire la pause, je vais avoir
encore une petite pensée pour les supporters des Sangliers Arvernes et Patrick Poitrino qui nous a permis de le citer et qui avait un gros coup de gueule à passer et un coup de gueule qu'on se fait un plaisir de relayer. Alors malheureusement, les Sangliers se sont inclinés ce week-end sur leur patinoire, mais effectivement, Patrick qui râlait après le traitement médiatique de cette équipe, puisqu'il n'y a pas de journalisme et qu'on fait quand même des commentaires sur le match. Donc forcément, les commentaires, je vais être gentil, sont décalés. Je vais me contenter de ce mot-là, pour pas dire à côté de la plaque. Donc c'est bien de parler d'eux, mais ça serait bien de parler d'un club comme il le mérite et de suivre le match réellement, même si on est à distance, de suivre complètement le match. Puis je sais pas, éventuellement un petit coup de fil au coach ou un dirigeant pour avoir son avis, c'est pas plus mal. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Bah oui, et puis surtout Patrick Poitrino, je le connais bien. C'est un grand quotidien de chez nous, qu'on peut se procurer facilement à Clermont-Ferrand. Voilà, tout le monde. Donc c'est la montagne, bien évidemment. Patrick Poitrino est un amoureux du hockey sur glace et il n'y a aucun journaliste qui vient voir les Sangliers Arvernes et qui se permette quelques commentaires désagréables. Donc voilà, donc il n'était pas content. Il m'a laissé un message sur mon portable. Et voilà, donc il est remonté comme une pendule. Bon, et ben nous on continuera à parler des Sangliers Arvernes, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent régulièrement. On parlera de vous, on donnera les résultats, et puis quand on n'a pas les infos, on passera un petit coup de fil, histoire de ne pas dire trop de bêtises. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite après la pause avec notre invité Julien Garcia, le coach de l'US Mozac. Vous êtes dans Avec ASA Sport sur Logos FM. À tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Ah, j'aime bien quand je démarre comme ça. Bon, on va la garder quand même. Mes chroniqueurs, Sur le gauche. Arrête de faire de la politique. La dernière fois, t'as dit Logos FN, Logos. Arrête, putain. L'eau gauche, l'eau droite. Allez, on se reprend. Mes chroniqueurs ce soir, Fabrice et Johan Connor. Bonsoir messieurs, et notre invité Julien Garcia, le coach de l'US Mozac. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors Julien, on va parler du club, mais déjà, je vais te demander de te présenter s'il te plaît. Donc Julien Garcia, dans le foot depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé le foot à 6 ans au FC Rion. Est-ce que c'était un bon choix de club, ça ? C'était un choix. J'avais le stade qui était au pied des HLM, là où j'habitais, donc la facilité qui a fait que j'ai signé à FC Rion. Joueur jusqu'à l'âge de 25 ans. Après 2 grosses blessures sur un genou, 2 ligaments croisés sur le même genou. Donc je me suis rabattu en fait sur le coaching des gamins. Et après, depuis cette année, à Mozac, depuis le mois d'août, à Mozac, avec les seniors. D'accord, alors ça fait combien d'années que tu entraînes ? J'ai attaqué depuis 2001 donc à Rion en doublon en tant que joueur et éducateur. Ensuite, en 2008, je suis rentré à Clermont Foot pour des U13 jusqu'en 2015. De 2015 à 2020, j'ai stoppé parce que j'avais un ras-le-bol et puis j'avais besoin de souffler. Et là, depuis le mois d'août, avec les seniors. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu tires de cette expérience avec les seniors ? Combien de matchs ont pu être faits en championnat ? L'expérience avec les seniors, c'est un peu particulier puisque là, le championnat, depuis le début de saison, en fait, on n'a fait que des matchs de coupe pour Mozac. Dans la poule, on a. Je te coupe, c'était la particularité de votre club, c'est que. On n'a pas un match de championnat. Voilà, vous n'avez fait aucun match de championnat alors que d'autres avaient démarré. Vous, votre premier match a été reporté pour Covid ? Donc le premier match a été reporté. Non, on devait jouer à Villars. Il a été reporté puisque le président nous avait appelé la veille parce qu'il ne pouvait pas nous accueillir avec le temps qu'il faisait sans vestiaire. D'accord. Donc il a préféré reporter le match. Ensuite, il y a eu des matchs de reportés du fait qu'on soit qualifié en Coupe de France. Et le week-end avant Villefranche, on devait jouer Montbrison et on a été touché par le Covid. Donc on n'a pas pu jouer. Une année très particulière. Alors, sur la deuxième partie, on reviendra en détail sur ce parcours en Coupe de France parce qu'il y a quand même eu un parcours, il faut le signaler. Puis tu nous expliqueras les conditions dans lesquelles vous avez
pu et dû vous entraîner. Parlez-nous un petit peu de ce club de Moza. Est-ce que c'est un club formateur? Est-ce que le fait d'avoir le club de Rion à proximité, c'est un handicap, un avantage? Comment on vit tout ça? C'est un club familial qui, au niveau des bénévoles, font les choses du mieux possible pour que les équipes, aussi bien les jeunes que les seniors, soient le mieux possible. Et après, le fait qu'il y ait Rion à proximité, c'est plutôt un avantage parce que voilà, c'est le club phare du bassin et c'est plutôt un avantage pour nous. Oui. Vous évoluez à quel niveau? On va En le rappeler. R3. R3. Et Rion étant R1. R1. Ouais. Ok. Vous êtes au niveau de la formation, puisque tu as commencé par là. Est-ce qu'à Moza, vous formez des jeunes qui ensuite vont à Rion? Est-ce qu'il y a un échange entre les deux clubs? Oui, bien sûr qu'il y a des échanges. Oui, il y a des échanges. Il y a des joueurs qui partent sur Rion. Il y a après, au niveau de l'école de foot, ça reste sur Rion. Et après, on les récupère soit en 18, soit en senior. Voilà, On est plus sur des joueurs qui ont envie de s'amuser peut-être, qui ont moins d'objectifs on vise toujours la performance, même au niveau départemental, mais peut-être, je sais pas, des joueurs qui justement ont été blessés, ont moins d'ambition, de choses comme ça, non? Non, pas forcément. Non. Fabrice, tu as une question avec ton partenaire et néanmoins concurrent de Moza. Donc moi je veux faire un petit coucou au papa de Julien Garcia, Manu, avec qui j'ai joué au CS Saint-Éloi-les-Mines en 1984. Donc je lui fais un petit coucou, je pouvais pas ne pas le saluer. Est-ce qu'il avait des larmes plein sa bière? Ouais. Mais c'était quelqu'un, moi j'avais 16 ans et demi, c'était quelqu'un qui était très solide, donc voilà, on pouvait aller partout, se déplacer partout. On avait un garde du corps, entre guillemets, on va dire. Ça, quand on vient de Saint-Éloi-les-Mines, qu'on dit qu'on est très solide et qu'on peut voyager partout, ça laisse ambitionner des belles troisième mi-temps. Moi je voulais, je voulais te demander, Julien, comment un coach peut... Alors je sais que tes joueurs sont motivés, mais quand même tous ces matchs de championnat reportés, alors c'est vrai que Moza est une équipe de coupe, l'a prouvé depuis plusieurs saisons, mais est-ce que tu es arrivé quand même tout le temps à avoir des joueurs motivés? Est-ce que vous appelez, vous écrivez souvent, ou comment tu fais pour les tenir bien concentrés? Ouais. C'est vrai que c'est un peu particulier puisque les séances d'entraînement, là tout de suite, elles sont en arrêt. Hormis les samedis, on fait les séances d'entraînement le samedi de 14 les après-midi. Et après, ne serait-ce que communiquer par le biais des réseaux sociaux, quand on était confiné, ça a été plus dans cette façon de faire qu'autrement. Donc ça a été c'est compliqué. C'est très compliqué. Ces entraînements du samedi, ça concerne quel groupe? Donc il y a les seniors qui s'entraînent le samedi après-midi, il y a des garçons, des jeunes aussi qui s'entraînent le samedi matin, on a les 13 qui s'entraînent le samedi matin, on a même des U10 qui s'entraînent le samedi matin. Les après-midi, en début d'après-midi, il y a les 18 qui s'entraînent, les 15, et puis nous on arrive derrière. Après, on a la possibilité aussi de s'entraîner le dimanche matin si on veut s'entraîner dimanche matin. Et le fait de tout concentrer comme ça sur une journée, c'est une demande de la municipalité, c'est un choix du club? C'est un choix du club. D'accord. C'est un choix du club, ouais. Ça vous permet de voir tout le monde? D'une, ça nous permet de voir tout le monde. De deux, au niveau des écoles de foot et des jeunes, ça permet de toujours avoir un contact avec les garçons. Et puis de faire voir aussi aux familles qu'on est toujours là. Qu'il se passe quelque chose. Voilà, qu'on est présent. Ça, c'est important, c'est sûr. Important. Johan, une question? Moi j'ai une question, il paraît que vous avez été obligé de vous entraîner très très tôt les matins, 6-7 heures du matin là, pour la Coupe de France, justement, c'est vrai ou pas ça? Oui, c'est vrai. Ouais, ok. C'est vrai. Aujourd'hui, le club de Moza, c'est combien de licenciés? En 250-280 licenciés. D'accord, donc oui, il y a un vrai bassin de foot là sur cette région entre Rion et Moza. En cumulé là sur Rion et Moza, Fabrice, tu dois avoir le chiffre pour Rion, j'imagine. T'as Volvic aussi. Il y a Volvic aussi. Rion, il y a 400 licenciés. Après, à peine, mais entre 380 et 400. Donc Moza, tu disais entre 250 et 280. Ouais, et puis Volvic, ça doit être la même chose. Donc, d'accord, oui, il y a vraiment du monde. Ah, puis c'était il y a 2 ans la Coupe de France Rion-Moza. Ouais, Moza gagne. Il y avait c'était 1000 personnes. Ouais. 1000 personnes. Alors justement, toi Julien, qui a évolué dans les deux clubs, ça représente quoi ce derby et d'un côté et de l'autre? Moi, je l'ai connu en tant que joueur dans les catégories de jeunes, parce qu'après, j'ai été blessé très rapidement, donc c'est pas du tout la même chose que maintenant. Il y avait beaucoup plus de tension
à mon époque que maintenant. Là maintenant, les joueurs se connaissent tous, ils font la barre ensemble, ils se connaissent sur les réseaux sociaux, qu'à notre époque, il n'y avait pas tout ça. Donc C'est un peu plus tendu. Il y avait des hooligans à l'époque, je crois, non? ouais. C'est un peu plus apaisé aujourd'hui. Oui, c'est un peu plus apaisé. On est uniquement sur le sportif et sur le terrain. Et ça vous réussit plutôt pas mal en général quand vous jouez Rion. Ça vous a pas mal réussi la dernière fois en tout cas, il me semble bien. Là, c'est l'année dernière, oui. Il me semble qu'ils ont un début de match un peu compliqué, mais le résultat a été là derrière. Victoire donc, au tir au but, ouais. Ouais, pour Moza. Ouais, effectivement. Très bien. Eh bien, on va revenir sur ce parcours justement en Coupe de France et cette histoire du club en Coupe de France. Tu vas nous expliquer dans quelles conditions il a fallu s'entraîner, comment vous avez appris que vous alliez quand même disputer ce tour de Coupe de France. Et puis, on va se projeter un petit peu vers l'avenir après. On parlera du championnat, est-ce qu'il aura lieu ou pas, et les perspectives pour la saison prochaine. C'est le moment de faire une pause. Vous êtes toujours dans Avec ASA Sport sur Logos FM. On se retrouve tout de suite. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour pour la troisième partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM chaque mardi 18h, la rediff le mercredi 20h et le podcast à partir du jeudi sur notre page Facebook Avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Fabrice et Johan Connor et notre invité Julien Garcia, le coach de l'US Moza. Alors Julien, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours dans la partie précédente. On va parler maintenant de cette aventure Coupe de France parce que je trouve que le mot n'est pas trop fort. Donc vous étiez qualifié juste avant la coupure, avant le confinement. Donc vous vous êtes retrouvé début janvier, c'est bien ça, à devoir disputer à apprendre que vous alliez disputer ce tour de Coupe de France. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez appris? Moi, je l'ai appris par un coup de téléphone de mon capitaine, d'Alexis Péco, le mardi matin, pour me dire en fait qu'on jouait le match le 31 janvier. Et sur le coup, en fait, je ne l'ai pas cru. Alors, reprécise-nous la date, pour qu'on puisse voir l'écart justement et le temps de préparation. Ça devait être le mardi 20 janvier à peu près. 20 janvier, pour un match le 31. Pour un match le 31. Après 2 mois de coupure pratiquement. Après 2 mois de coupure, une séance d'entraînement les samedis, et puis voilà. Et pour jouer face à une équipe qui était à quel niveau? Et pour jouer face à une équipe qui est en national, qui en plus de ça se refaisait la cerise en championnat parce qu'ils avaient attaqué le championnat difficilement, qui fournissait du bon jeu mais qui n'arrivait pas à marquer, qui n'arrivait pas à avoir des résultats. Et là, ils se refaisaient la cerise, donc ils étaient dans une dynamique en fait de victoire. Juste pour ajouter, ils ont fait un partout à Bastiac et Bastiac qui va monter en Ligue 2, Villefranche-Beaujolais. Ils reviennent très bien, ils sont 8e. Oui, ils sont 8e. Et donc, à partir de ce mardi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Une grosse tempête, j'imagine, pour dans te ma préparer. tête, en fait, ma première réflexion, c'est de dire j'ai pas envie de jouer le match. Pour une simple bonne raison, c'est que vu le peu d'entraînement qu'on avait, j'avais peur pour les joueurs. L'intégrité du sportif était mise en jeu. On jouait une équipe, faut dire ce qu'il y a, c'est une équipe professionnelle, contre une équipe de R3 qui n'avait très très peu de séances d'entraînement. On aurait joué Beaumont qui était dans la même optique que nous, ça ne m'aurait pas posé plus de questions que ça. Et là, ça m'a posé énormément de questions. Et puis, je n'étais pas le seul à avoir ces questions. Alors, comment on prépare en 11 jours une équipe pour jouer un match de ce niveau-là? On va juste rappeler avant, tu vas nous dire, on est quasiment, c'est comme s'il y avait eu une intersaison, 2 mois d'arrêt. Faut combien de temps pour préparer une équipe? Physiquement, il faut 4 semaines. 4 semaines. Et donc là, tu as 11 jours pour les préparer, et physiquement et tactiquement. Ouais, c'est ça. Alors, vas-y, explique-nous. Merci la Fédé. Ça a été quoi les journées types? Les journées types, déjà d'une, il a fallu, avec le vice-président et avec les dirigeants, de se caler en fait pour savoir comment on allait faire pour les séances d'entraînement, enfin avoir un minimum de séances d'entraînement. Il a fallu demander que la mairie demande à la préfecture s'il y a une possibilité d'avoir des dérogations pour pouvoir s'entraîner à 18h, qui nous a été refusé. Et donc la première semaine, en fait, la séance d'entraînement, on n'a pas eu de séance d'entraînement, on n'a eu que séance d'entraînement le samedi matin.
Et après, on a décidé, en fait, par le biais de mon adjoint, là, Pierre-Henri Dias, parce que lui, il était libre la semaine juste avant la coupe, de faire les séances d'entraînement à 6h. Donc moi, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, il y a des gens qui travaillent. Enfin, À 6h du matin. À 6h du matin. Mmh. Dès la fin du couvre-feu. Dès la fin du couvre-feu. Et donc, du coup, par le biais du petit réseau qu'on a de WhatsApp, il a envoyé un message pour savoir qui était disponible pour s'entraîner à 6h du matin. Et là, on a eu une quinzaine de réponses positives. Donc, c'est de là, en fait, que c'est parti. On s'est entraîné lundi donc, à 6h15, mercredi à 6h15 et vendredi à 6h15. Donc, seulement 3 entraînements. 3 entraînements plus entraînement du samedi. Plus l'entraînement du samedi. C'est incroyable quand on entend ça. Et puis plus le protocole sanitaire à mettre en place. Ouais. Test PCR 2 jours avant le match, test antigénique le jour du match, enfin des choses très très lourdes. Là, c'est des séances de quoi 1h30, 2 heures 1h30, 2 heures, ouais. Ouais, pour que les gens aillent travailler Bien après, sûr. hein, c'est ça. Ça. C'est ça le souci. C'est quand même, oui, vas-y, Fabrice, c'est une aberration quand on entend ça. Eh ben écoute, ouais, c'est une aberration. Puis moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Je pense qu'à la préfecture du Puy-de-Dôme, c'est pas des gens qui ont la culture du sport, parce que ça, c'est intolérable de refuser une dérogation à 18h. Je vois pas ce que ça aurait changé à Moza. Ou alors Villefranche a fait un petit chèque. Ouais. Si Mediapart veut enquêter, n'hésitez pas. Donc, enfin voilà. Et puis moi, je leur tire mon chapeau à l'US Moza, parce que franchement, s'entraîner à 6h15 du matin, c'est des gens qui aiment le ballon rond, c'est des gens qui aiment le football, qui aiment leur maillot, qui aiment la compétition, et ils n'ont pas eu peur d'aller au charbon contre une équipe de nationale. Donc franchement, félicitations. Et puis aussi Julien, parce que voilà, ils auraient très bien pu déclarer forfait. Il y a des équipes qui ont déclaré forfait en Coupe de France, hein, Ah ouais. qui n'ont pas été chercher midi à 14h, qui ont dit nous on peut pas jouer parce qu'on n'est pas prêt. On déclare forfait. Donc je pense qu'on peut les féliciter franchement, et c'est presque une victoire sur l'état d'esprit. Bravo Ça, c'est l'US sûr. Moza en tout cas. Ce qui est quand même aberrant, moi, j'avais eu l'occasion de dire ici que je trouvais plutôt bien que la Fédé essaye de trouver une solution qui valait ce qui valait, couper les amateurs des professionnels, pourquoi pas. Si ça permettait que la compétition se tienne et que tout le monde se joue de manière équitable, pourquoi pas. Mais là, effectivement, ces équipes de nationales, c'est du professionnel. Alors on sait que c'est le niveau intermédiaire, mais ça reste des pros. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intégré la Coupe de France des professionnels et qu'on laisse les amateurs qui n'avaient pas joué pendant 2 mois ensemble avec les mêmes conditions? C'est surtout ça qui est aberrant. Bien sûr, c'est aberrant. Et vous avez eu vous avez questionné la Fédé à ce niveau-là, non? Les dirigeants se sont inquiétés, ils n'ont peut-être pas franchement eu le temps d'ailleurs, vu le peu de temps pour réfléchir. Voilà, c'est ça, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de... Et surtout que ce qui est un petit peu bête aussi, c'est que si tu fais jouer les clubs de national avec les clubs de Ligue 2 et de Ligue 1 en coupe, ça permet d'augmenter un peu le niveau de la nationale, de faire éventuellement repérer des jeunes joueurs, etc. Là, en fait, à part avoir fait en gros des matchs qui servent à rien, où des clubs de national ont mis 5, 6, 7, 8, 10 buts à des clubs qui du coup n'avaient pas pu se préparer, en fait... c'est débile quoi. Non seulement tu frustres les petits clubs, mais en plus les clubs de national tu leur fais perdre du temps, parce que je vois pas trop l'intérêt pour un mec qui joue en national de mettre 10 buts à une équipe qui a 5-6 niveaux en dessous. Enfin, il y a de l'intérêt, il est pour personne quoi. Donc c'est complètement con de faire ça. Et puis il y a une solution. En basket par exemple, en Coupe de France, si la plus petite équipe a 2 niveaux, je crois, il me semble que c'est 2 ou 3 niveaux, elles partent avec 15 points d'avance. Bah oui. Donc pourquoi Moza serait pas parti avec déjà 3-0 contre Villefranche? Ça pourrait être Ils auraient pu le faire. Ça pourrait être à réfléchir. Alors, un petit match de coupe et puis s'en va. Oui. On en est où là maintenant du championnat? Est-ce qu'il y a des perspectives de reprise ou pas du tout? Je dirais juste un dernier mot par Oui, rapport à Villefranche. Villefranche a été très très bien avec nous, parce qu'ils nous ont respectés. C'est important de le dire. 12-0, voilà, ils nous ont mis 12-0, mais ils auraient bien pu mettre 5-0 et puis nous faire tourner et puis nous ridiculiser. Alors que ça n'a pas été le cas, donc ils ont été très très bien avec nous, et je tenais à le dire. C'est très bien de le dire, oui. On précise que c'est pas parce qu'on met une raclée à un adversaire tout à qu'on ne fait. le respecte pas, au contraire. Exactement. Ils nous ont respectés aussi bien sur le jeu qu'au niveau des dirigeants. Donc Villefranche, une belle équipe. Et puis pour le reste du championnat, on est un peu dans le vague. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rattaquer. Et ils avaient dans l'optique de nous faire attaquer avec que les matchs allés et puis faire des playoffs et des playdowns.
Là, ça serait que des matchs allés si ça rattaque. Donc on est complètement dans le vague. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. D'accord, on a entendu, je te passe la parole après Fabrice, on a entendu parler en fin de semaine dernière éventuellement de reprise de National 2, sans doute la D2 féminine qui va reprendre en avril, donc il serait plus que temps là aussi parce que on pense aux filles d'Yzeure qui après les difficultés pour ne serait-ce qu'avoir accès au terrain, là c'était un problème local, mais ensuite on leur a tout simplement interdit de continuer leur championnat alors que le même niveau chez les garçons pouvait jouer, hein. C'est l'équivalent du national, hein. On est sur ce niveau intermédiaire, semi-amateur, semi-pro, je ne sais jamais comment il faut les appeler. Donc c'est vrai qu'on aurait pu envisager une reprise progressive ensuite pour les divisions en dessous. Fabrice. Mais moi j'ai eu Renaud Fabre samedi après-midi, on a parlé pratiquement 1 heure au téléphone. Et bon, lui, bien sûr, il est très en colère parce qu'on se fout complètement de la D2 féminine. Ils sentent bien que la FFF ne veut pas entendre parler de la D2 féminine. Donc moi, je pense que c'est à part Saint-Etienne, Marseille et les clubs qui sont adossés à des clubs pro. Voilà, qui sont adossés à des clubs pro. Yzeure, par exemple, et lui, il en a ras-le-bol, quoi. Elles sont vraiment pas considérées. Elles sont quand même deuxièmes. Elles sont peut-être bien parties pour jouer la montée, mais voilà, quoi. Et puis voilà, ce championnat, ça fait des semaines et des semaines là, qui font des démarches et tout, et ça reprend que le 18 avril. Donc franchement, mais la bonne nouvelle, c'est peut-être que Jean Castex va se présenter à la FFF, donc là on est sauvé, quoi. Alors tout va bien. On jouera avec des masques. Merci Jeannot. Tout sera pas. Un petit coucou Jeannot. L'homme des territoires. Très bien, merci beaucoup Julien. Bon, on va croiser les doigts pour espérer que vous repreniez très très vite. On espère vous retrouver rapidement sur le terrain. Même si c'est que des matchs allés, après tout ça sera un moindre mal. C'est vrai que faire une saison entière ça paraît très compliqué maintenant, mais s'il y a une solution équitable, c'est surtout ça qui est important. Trouver une solution, elle vaudra ce qu'elle vaudra tant qu'elle est équitable. C'est ça qui va nous permettre de parler sport. C'est avant tout ça, le sport, c'est l'équité et le bien-être. Oh là là, je vais finir philosophe moi un jour. Mais c'est exactement ça, quoi. C'est l'équité. Et je suis pas sûr qu'en football aujourd'hui il y ait beaucoup d'équité. Non, et on ne confond pas l'équité et l'égalité. Non, puisque ce qui anime le football c'est le pognon, donc l'équité s'en tape un peu. Tu vois. C'est un peu le problème. Donc, voilà. Dans les hautes sphères de la FFF, l'équité ils savent pas l'écrire déjà, je pense. Non. Donc, il écrivait avec 3 Q. Par contre pognon ils savent bien écrire. Allez, on enverra la bande à Monsieur Le Gret. C'est le moment de faire une dernière pause. On se retrouve tout de suite après sur le Gosse FM. Vous êtes dans Avec ASA Sport. À tout de suite. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. 4e et dernière partie d'Avec ASA Sport sur Logos FM. Vous connaissez le programme, le coup de cœur, coup de gueule, et puis nous terminerons tout à l'heure avec le quiz. Pour m'accompagner ce soir, Johan et Fabrice Connor et notre invité Julien Garcia, le coach de l'US Mosa qui aura son petit rôle à jouer tout à l'heure pendant le quiz. Je vous expliquerai tout ça. Allez, c'est l'heure du coup de cœur, coup de gueule, et ce soir, c'est encore un coup de gueule. Ouais, il n'y a pas eu d'alternance cette semaine. Bon, c'est un petit coup de gueule au nez quand même, parce que j'ai un tout petit peu d'indulgence à propos de cette bulle sanitaire du 15 de France. C'est une bulle qui a explosé comme un popcorn. On aurait dû avoir une équipe qui allait gagner le Grand Chelem, et ben au final, on finira 3e comme tous les ans parce qu'on n'aura pas été foutu de battre l'Écosse. Tout ça à cause d'un virus qui nous fait chier depuis 1 an. Exactement. Bref, bon, une bulle sanitaire, mesdames, messieurs, on teste les gens et une fois qu'ils sont testés, on les garde entre eux. Alors elle est où la faille ? Eh ben sans doute un dirigeant qui s'est un petit peu lâché, ou alors on a laissé les joueurs rentrer chez eux. Et c'est là que j'aurais peut-être un peu d'indulgence, parce que quand on a 25, 26, 27 ans, qu'on se fait chier à Alcatraz, voilà. Tu veux dire à Marc aussi ? Ouais, c'est ça, j'ai confondu. Alcatraz. C'est pareil. Azkaban. C'est pareil. Je peux comprendre qu'on ait un petit relâchement. Alors, effectivement, je vais avoir un petit peu d'indulgence, mais alors quand on entend qu'on en est à plus de 10 cas dans l'équipe de France, c'est hallucinant. C'est très dommage parce que là, bon, je pense qu'on a quand même les moyens de battre l'Écosse. Mais on avait de belles perspectives pour ce Grand Chelem. Alors on va croiser les doigts. C'est un tout petit coup de cœur, je vous l'ai dit. Fabrice. Coup de gueule. Ouais, t'as qu'à voir, je confonds. Oui, et puis bon, alors par contre, il faut se méfier de l'Écosse qui a gagné en Angleterre et qui a perdu que d'1 point chez elle contre le Pays de Galles. Mais effectivement, il y a Charles Olivon, Antoine Dupont, donc c'est des joueurs importants.
Et voilà, moi je pense qu'effectivement il y a des gens de l'extérieur, peut-être les copines sont venues, ou voilà, les femmes, bref, peu importe. Il y a eu des choses faites avec les partenaires. Ouais, c'est ça. Je parle des partenaires, des sponsors, hein, pas des partenaires, pas celles des concubines. Ouais, voilà. Donc voilà, mais en fait, tu as complètement raison parce que c'était une année à Grand Chelem avec un bon groupe. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on prépare la Coupe du Monde 2023. Donc, ce tournoi Destination 2021 faisait partie de la première marche à gravir sans aucun problème. Bon, ben voilà, on n'a pas su gérer le coronavirus, enfin, en tout cas le 15 de France, le staff aussi. Et puis Fabien Galtier qui est aussi contaminé. Alors qu'il a des très belles lunettes, normalement, qui doivent le protéger. C'est vrai, effectivement. Johan, un petit mot sur cette situation. Ouais, c'est sûr que c'est dommage. Après, c'est peut-être un petit peu la faute à pas de chance. Mais bon, c'est sûr qu'au-delà du Covid, ce genre de phrase avec l'équipe de France, on aurait pu faire ci, on aurait dû faire ça. Je l'ai entendu quelques fois et il n'y avait pas le Covid avant. Et puis bon, la Coupe du Monde... mais là, on a une excuse, alors on en profite. Il y a un bon groupe quand même. Oui, il y a un bon groupe, mais la Coupe du Monde 2023, t'as beau la préparer, c'est sûr que ça va quand même être compliqué. Enfin, moi, mon avis, c'est que les gagnants, on les connaît, ils vivent dans l'hémisphère sud. Hein. Mais après, voilà, c'est dommage parce que psychologiquement, ça va être hyper frustrant s'ils perdent contre l'Écosse. Voilà, dans un contexte comme ça, c'est compliqué parce que tu te dis, voilà, si on n'avait pas déconné avec le Covid, on aurait peut-être fait le Grand Chelem. C'est un peu écœurant. On va suivre ça et peut-être que le match sera reporté, c'est pas impossible. Nous sommes le 23 février 2021, j'annonce que la France... Non, il s'est pas trompé sur la date. Et Champagne, ce soir c'est Champagne. Que la France sera championne du monde. J'annonce que la France sera championne du monde de rugby en 2023. Moi je dis c'est le Japon. Mais non, arrête de fumer toi Johan un peu. Je fume pas. Bon, on vient de tester vos connaissances en Paris, on va tester vos connaissances en sport maintenant. C'est l'heure du quiz, alors je vous rappelle le principe, 5 questions, une question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport, la réponse a été donnée pendant l'émission, on va voir si vous avez fait une micro-sieste ou non. Et enfin, le décompte, un décompte qui parlera football aujourd'hui, toujours en lien avec notre invité du jour. Et tu auras un petit rôle à jouer, Julien, je t'expliquerai ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Non. Non, mais comme d'habitude, c'est peut-être pour ça que tu perds, c'est parce que tu n'es jamais prêt. Je perds parce que tu poses des questions d'avant la naissance de mon grand-père. Donc, Alors, la première question, tu étais né. Ah ouais. Ça va être une question de rapidité. Qui est le dernier champion olympique du 100 mètres ? Usain Bolt. Usain Bolt, point pour Johan. Ah ouais, alors, ça va, t'étais né là ? Ouais, j'étais né. Bon, j'ai même vu à la télé. Ouais. Allez, on continue. Question record. Quel club de basket détient le record de titres européens ? L'Asvel ? Non. Allez, vous pouvez envoyer les réponses là. Le Panathinaikos d'Athènes. Non. Strasbourg ? Non. Le Real Madrid. Oui. Le Real Madrid, un partout, 9 titres européens pour le Real Madrid, que ça soit en foot ou en basket, ils sont au sommet. Ouais, c'est vrai. Question d'actualité sportive locale. Après la victoire face à Bayonne, quel est le nombre de points de l'ASM ? 50. 50, le point pour Fabrice. Ouais, mais c'est pas juste ça, parce que c'est lui qui a fait le résumé, donc il a dû regarder le classement. Et t'as pas de télé chez toi, du coup, t'as pas. Non, j'utilise pas ma télé pour ça. Moi. D'accord, très bien. Mais le porno, ça compte pas. Tu sais qu'il y a autre chose. Je ne gaspille pas l'énergie. Ouais. Ok. Question avec ASA Sport. Je vous ai donné la réponse à un moment donné de l'émission. Quel a été l'écart de but entre le HB Cam et Cannes ? 8. Non, 7. Le point pour Fabrice. J'ai encore perdu. 40 à 33. 40 à 33. En fait, très on devrait bien. faire une situation intermédiaire pendant le quiz et s'il y a trop d'écart, je déclare forfait. Mais non, parce que tu as le décompte pour te oui, récupérer. Mais oui, tu vas te récupérer. Et comme tu es mené, il y a 3-1. Comme tu es mené, c'est toi qui vas commencer. D'accord. Et on va parler football. Super. Et je vais vous demander de retrouver les 10 clubs. Je vais vous expliquer le rôle de Julien avant, ça vous évitera de réfléchir tout de suite. Julien, ça va être votre joker. Vous allez pouvoir faire appel à lui chacun une seule fois. Si vous êtes à court d'idées, vous dites joker et Julien répond. Si la réponse est bonne, il vous accordera, il vous donnera le point. Vu que moi j'ai jamais fait de foot et que lui il en a fait, Fabrice, toute sa vie, est-ce que je peux avoir 2 jokers ? Pas du tout. Ok. Autre question ? Très bien. Allez, on avance. Chers auditeurs, vous comprenez ce qui se passe. C'est quelqu'un qu'on martyrise, hein, vous aurez compris. C'est notre bouc émissaire.
Enfin, il est plus bouc qu'émissaire, mais... Non, je suis un berbe, je tiens à le préciser. Je suis un Totalement un berbe. Allez, vous allez me retrouver les 10 clubs qui ont disputé le plus de matchs en C1. Qu'est-ce que c'est hein La Coupe d'Europe. Ah. La vraie, la grande. La Ligue des Champions. Ouais. De tout temps, hein. De tout temps. Bah, le Real Madrid. Alors, le Real Madrid, 1 point, 445 matchs disputés. Fabrice, là, je vous rappelle, c'est à tour de rôle. Le Bayern de Munich. Le Bayern Munich qui est le deuxième avec 358 matchs disputés. Johan. FC Barcelone. Barcelone, troisième, 325 matchs disputés. On en est à 4-3. Manchester United. Manchester, c'est bien, vous me les faites dans l'ordre. En plus, ça évite les oublis de ma part. Parce que j'ai encore l'Allemagne en travers de la gorge. Manchester United, quatrième avec 285 matchs disputés. La Juve. La Juve, on continue dans l'ordre, parfait. Bravo. Également 285 matchs. Liverpool. Liverpool, alors là, hop, on saute à la 7e place avec 222 matchs disputés. Le Milan AC. Le Milan AC qui est Bravo. 6e avec 249 matchs disputés. On en est à 6-5, pardon. Il reste 3 clubs Pour moi, à trouver. je mène 6-5. Bien sûr. Fabrice. On va rester en Italie. T'as dit Trop le tard, c'est à Milan moi AC. maintenant. Non, l'Inter de Milan. Tu étais sûr de rester en Italie avec Ah l'Inter non, Milan? t'as pas le droit de l'aider. Non, Ah oui. pas l'Inter Milan. Bon. Joker. Joker, Julien, pour Johan. De Benfica. Le Benfica, qui est effectivement le suivant dans la liste, avec 259 matchs. Il est cuit, il est cuit. Non, pas Si du t'es tout. cuit, ça se voit, t'as l'œil bovin. Mais pas du tout. Non, c'est l'œil normal. Chelsea. Chelsea, non. Johan. Ah, tu peux repasser devant, là. Il y a 6-6. Borussia Dortmund. Non, 9. Joker. Joker pour Fabrice. Vous aurez utilisé vos jokers tous les deux. Il nous reste 2 clubs à trouver. Porto. Porto, le 9e club, avec Oh, 200... bravo, monsieur Garcia, respect. 251 matchs disputés. Bravo. Il en reste qu'un, là. Le dernier pour égaliser, Johan. Ben, je sais pas, moi je dirais Arsenal. Non. Je vais dire une connerie. Mais. Bon, le PSG. Non. 5% sur Sioule. Non. Ok. À ma grande surprise. Parce que je m'attendais à les trouver dans ce classement. AS Roma, non? Non. Club historique aussi. Hein. Grand club Liverpool, d'Europe. on l'a dit, Liverpool. Allez, le premier qui trouve. Oui, on l'a dit, Liverpool. Glasgow. Non. Grand club européen. L'Ajax. L'Ajax. Ouais. Le point pour Johan. Bravo, Yacht. Et ça fait 7 partout. Tu vois, Bravo. regarde. 233 matchs disputés Ouais. en C1 pour l'Ajax. Je vous redonne le classement. Le Real Madrid, le Bayern Munich, le Barcelone, Manchester United, la Juve, le Milan AC, Liverpool, Benfica, FC Porto et l'Ajax. Bravo messieurs, très bien. Et puis l'Ajax, le- l'Ajax un triplé avec le fameux Johan Cruyff. Et voilà. 71, 72, Et le 73. CS Saint-Éloi-les-Mines, non, jamais. Non, Parce que jamais. t'as joué là-bas, non, toi. Coupe du Puy-de-Dôme, ouais. Ah ouais. 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 Et Perdu, je pense perdu au tir au but en demi-finale. il me semble. Sponsorisé par Cronenbourg. Et non la buvette très très fort. Très très fort. Limite imbattable. Non, c'était le tennis de table, ça. Aussi. Allez, c'est l'heure de conclure cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. Je vous rappelle, la rediffusion, c'est demain, mercredi 20h. Le podcast à partir de jeudi sur notre page Facebook. Je vous retrouve mardi prochain, 18h. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.